5e et dernière table ronde. Les entreprises familiales, une chance pour l'Europe. Il n'y a pas de point d'interrogation. Alors pour en parler, j'appelle Denis Thérien, le président de l'IFA, qu'on peut applaudir chaleureusement, Denis Thérien. Olivier Schiller, qui est le président de Septodon et le vice-président du Métis Olivier. Jean-Charles Simon, avocat et président de Simon et Associés. Jean-Charles, qu'on peut applaudir aussi. Paolo Benassi, alors lui c'est le patron de TI le plus gourmand du monde, les glaces à Borino, Paolo. On l'applaudit à Paolo. Et aussi une femme merveilleuse qui préside une belle ETI, Jeanne Lemoine, du groupe Lemoine. Donc les ETI, on en a abondamment parlé, plus de 60% des entreprises. En France, la moitié des emplois privés. On va faire un petit panorama de état des lieux avec Denis. D'abord, un petit mot sur l'IFA. Tout le monde ne connaît pas encore l'IFA, ce qui est une erreur d'ailleurs. C'est quoi l'IFA? L'IFA, l'Institut français des administrateurs, travaille sur la gouvernance d'entreprises depuis 20 ans. Et nous réfléchissons sur les bonnes pratiques de gouvernance, notamment sur les ETI et les entreprises familiales. Nous formons et nous travaillons en lobbying vis-à-vis du gouvernement. Alors, état des lieux, tu as quelques données peut-être à nous montrer, à nous communiquer? Absolument. Je ne sais pas si les slides vont être montrés. Pour l'instant, tout est parfait sur la technique. Voilà, donc les entreprises familiales ne sont pas un segment économique parmi tant d'autres. Elles sont le pilier stratégique de la France pour notre économie et aussi pour sa résilience. Elles représentent 71% des entreprises et 65% du PNB en France. Mais au-delà de ces chiffres, elles incarnent quelque chose de plus rare encore, la capacité à durer. De plus, les ETI font vivre des territoires locaux. On en parlait tout à l'heure sur la Normandie, par exemple. Elles créent de l'emploi local. Elles s'inscrivent dans le temps long. Et surtout, elles ont une capacité unique qui est de transmettre. Ayant été PDG d'une ETI dans le Nord, je peux vous témoigner que les discussions que j'avais avec les parties prenantes n'étaient pas que sur les résultats trimestriels, dans lesquels il fallait quand même faire, mais elles étaient sur les emplois créés dans le bassin d'emploi, elles étaient sur la vision à long terme et qui allait me succéder. Aujourd'hui, le véritable enjeu n'est pas uniquement la performance des ETI familiales, le véritable enjeu est leur continuité et leur transmission. D'ici 2030, 370 000 entreprises vont devoir être transmises et c'est une ETI sur 2. Et si nous échouons collectivement sur ce sujet, ce n'est pas seulement un sujet économique, c'est un risque systémique, une destruction forte d'emplois en France, une perte de savoir-faire et une fragilisation des entreprises, car on sait que même les grosses entreprises ont tout un tas d'ETI et ETI familiales qui sont autour d'elles. L'Institut français des administrateurs, que j'ai l'honneur de présider, travaille plus de 20 ans à structurer et professionnaliser la gouvernance en France, et la transmission des ETI est aujourd'hui au cœur de nos priorités. Merci Denis. Olivier Schiller. Ravi que tu sois parmi nous, Olivier. Un petit mot sur Septodon, qui est une belle ETI de croissance, surtout pour ceux qui ont un peu mal aux dents, par exemple, tu vois. Et puis après, l'étude, est-ce que tu mènes avec brio, avec Dauphine? Oui, tout à fait. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ma force principale, c'est avoir eu des grands-parents intelligents qui ont créé Septodon en 1932. Donc moi, je suis la 3e génération. Nous sommes aujourd'hui leader mondial sur le marché des anesthésies dentaires. Donc c'est grâce à nous que vous n'avez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Et regarde tous ces sourires, ils sont merveilleux quand même. Et puis on a aussi une large gamme de produits destinés aux dentistes en dehors du pain management, du contrôle de la douleur. Et nous avons développé récemment une activité de sous-traitance dans le domaine de l'injectable, avec notamment un accord avec Moderna au Canada, puisque le Canada voulait être autonome dans la production des vaccins contre le Covid. Donc nous avons fait l'année dernière 577 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a pratiquement triplé de taille en 12 ans. 96% du chiffre d'affaires est fait hors de France, à l'international. Et pourtant, 40% de nos salariés, de nos 2700 salariés, sont en France. Donc on voit, comme beaucoup d'entreprises familiales, que nous contribuons à l'investissement en France, à la création d'emplois et puis à la réduction du déficit du commerce extérieur. Nous avons pour projet d'investir 40 millions d'euros sur notre site de Saint-Maur-des-Fossés. Donc investissement qui sera entièrement dévoué. Tu as hésité, Olivier, avec un autre site, pas forcément en France, ou tu te dis, pour moi, c'est une évidence, j'investis en France? En fait, comme une partie du site est vieillissant,
soit il fallait arrêter notre activité en France, soit il fallait faire cet investissement pour conserver la taille critique. Donc peut-être que si Septodent avait appartenu à un fonds de pension américain ou à un groupe chinois, peut-être que l'investissement n'aurait pas été fait en France. Mais enfin pour moi, ça n'avait c'était pas on n'a pas du tout envisagé cette possibilité, quoi. Voilà. Dauphine, tu as créé une chaire? Alors j'ai créé une chaire parce que j'avais été nommé ambassadeur aux ETI en 2020. Maintenant c'est François Luscan qui m'a remplacé. Et le mandat qui nous avait été confié par le gouvernement, avec une co-ambassadrice, une magistrate de la Cour des comptes qui s'appelle Jeanne-Marie Prost, c'était de créer en France un environnement qui soit plus favorable aux ETI. Hein. Et on a vu que le nombre d'ETI a évolué de façon positive. On est passé de 5 000 à 7 000, donc ça a été positif. Et un des axes sur lesquels nous avons travaillé, ça a été de mettre à jour le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, sur le pacte du travail, avec notamment les avancées de la loi Pacte. Et je me suis aperçu à l'époque que l'administration, notamment la direction de la législation fiscale, avait une connaissance très faible des entreprises familiales. Donc c'est pour ça qu'on a fait une chaire à l'université Paris-Dauphine. Pourquoi Paris-Dauphine? Parce qu'on voulait vraiment des chercheurs publics parfaitement objectifs, hein, dont les résultats ne pouvaient pas être remis en cause. Cette chaire a été financée grâce à des mécènes, la BNP, Sisley, Tuan, Accuracy, Actia, le FBN, que je remercie. Et les chercheurs ont eu accès à l'ensemble des données statistiques secrètes, hein, donc des millions d'informations confidentielles. Et ils ont pu donc à partir de là développer un algorithme pour distinguer les entreprises familiales des non familiales. Et cela a donné lieu à 11 lettres de recherche que je vais partager avec vous. Alors si vous en savez plus, vous pouvez aller sur le site Dauphine Entreprise Familiale, et là vous aurez le détail de toutes les études. Hein. Vous verrez, c'est passionnant. Mais bon, en synthèse, la lettre numéro 1 portait sur les entreprises familiales dans le monde. Qu'est-ce qui les distingue des entreprises non familiales? Alors, première distinction, c'est l'orientation à long terme, hein, l'orientation multigénérationnelle, qui est différent de ce que peut avoir par exemple un fonds de private equity. Ensuite, c'est l'identification de l'entreprise à la famille. D'où l'importance attachée à la réputation de l'entreprise. Hein, c'est très important, aux valeurs et puis aussi à l'ancrage territorial. Ça sent que si quelque chose arrive à l'entreprise, hein, si un problème éthique par exemple, eh bien la réputation de la famille va s'en trouver impactée. Et puis enfin, ça on le sait, hein, c'est tous les défis liés à la transmission, tu l'as dit Denis, hein, défis opérationnels, financiers et puis fiscaux. La lettre numéro 2 portait sur les effets du droit et de la fiscalité des successions sur l'investissement. Donc là, c'était très intéressant. Il a été démontré qu'il y avait un lien précis entre le taux des droits de succession et puis l'investissement. Et que si les droits de succession étaient trop élevés, il y avait une baisse de l'investissement qui a été chiffrée à 40%. Donc on voit que c'est très, très important. La lettre 3 portait sur les relations sociales au sein des entreprises familiales. Fait-il bon travailler dans une entreprise familiale? Alors une première constatation, c'est que les actionnaires familiaux ont l'essentiel de leur patrimoine concentré dans l'entreprise. Et donc ils ont une aversion au risque, la volonté vraiment d'avoir une gestion prudente, donc d'où moins de faillites et aussi une meilleure protection pour les salariés. Les objectifs de l'entreprise familiale, hein, on l'a vu précédemment, ne sont pas uniquement financiers. Ils veulent avoir un impact positif, notamment sur leurs salariés, d'où l'importance et la qualité des relations sociales. Et ce qui a été mesuré, hein, c'est qu'il y avait une meilleure sécurité de l'emploi, moins de précarité, plus de CDI, moins de licenciements. Il y a aussi une plus grande satisfaction au travail. Hein, ça a été mesuré. En moyenne, les salariés d'entreprises familiales ont un taux de satisfaction plus élevé que dans les autres types d'entreprises. Et ça se traduit par moins d'absentéisme, moins 18% d'absentéisme, moins de grève. Alors, la contrepartie, dans le haut de la rémunération, des rémunérations dans la pyramide des salariés, c'est que dans le haut, les rémunérations sont un petit peu inférieures. Je ne reviendrai pas sur la lettre 4, sur les empreintes macroéconomiques des entreprises familiales en France, puisque ça a été traité par Denis. La lettre 5 porte sur l'impact de l'actionnariat familial sur l'internationalisation des entreprises. Alors on voit que leurs performances financières sont bonnes, mais que malgré tout en moyenne, elles sont moins internationalisées que les autres. Et une des raisons qui peut expliquer cet écart, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans le secteur de la distribution
Et forcément, un centre Leclerc va vendre localement sur son territoire, mais ne va pas exporter. Sur l'innovation, alors il y a des effets un peu contradictoires. Il y a d'une part le temps long qui peut encourager les entreprises à innover, sachant qu'elles sont prêtes à avoir un payback plus long que d'autres types d'actionnariat. Par contre, un certain côté traditionnel peut brider l'innovation. Donc en moyenne, on ne voit pas de différence significative entre les entreprises familiales et non familiales. Ce qui était cependant mis en avant, c'est que les innovations dans les entreprises familiales sont plutôt incrémentales que des innovations de rupture. La lettre numéro 7 portait sur le poids des entreprises familiales en Europe. 74% sont contrôlés par des familles, 74% des entreprises, avec un seuil de contrôle de 50%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que seulement 58% des entreprises familiales sont dirigées par un membre de la famille. 42% sont dirigées par quelqu'un qui n'est pas familial. Et en moyenne, on voit que les entreprises familiales qui sont dirigées par des non-membres de la famille sont plus performantes. Et pourquoi ? Parce que quand le dirigeant n'est pas bon, il est dégagé plus facilement s'il ne fait pas partie de la famille que s'il fait partie. C'est plus simple dimanche midi, quoi. Oui. C'est ça. Le dimanche midi, quand il y a la réunion familiale, ça crée moins de... Ah, quelqu'un qui n'a pas été viré, oui. Olivier ? Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans cette étude, dans cette lettre numéro 7, c'est que, justement, quand on avait interagi avec Bercy, ils nous ont dit oui, mais tout le monde sait qu'elles sont moins performantes que les autres, que leurs résultats financiers sont moins performants. Mais il était montré statistiquement que c'était faux, que les performances financières des entreprises familiales étaient supérieures ou égales aux non familiales. La lettre numéro 8 porte sur, il y en a 11, porte sur la résilience des entreprises familiales. Est-ce qu'elles sont plus résilientes que les autres ? Alors, leur horizon de long terme, les meilleures relations qu'elles ont avec les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, puis aussi une plus grande réactivité leur permettent de mieux traverser les crises. Et ça a été notamment démontré au moment de la crise sur le Covid. Ensuite, la lettre numéro 9 porte sur les successions des dirigeants dans les entreprises familiales. Alors, comme ça a été signalé, la démographie montre que beaucoup d'entreprises vont être transmises. De plus en plus de dirigeants de plus de 60 ans sont à la tête des entreprises. Et ça, ce n'est pas forcément un avantage, parce que quand le dirigeant a plus de 60 ans, l'entreprise a moins tendance à investir. On voit aussi qu'une accélération, il a été montré qu'une accélération de la concurrence va pousser un départ plus rapide. Voilà. Et en ce qui concerne mon entreprise, pour faire le lien avec Septodon, moi j'ai atteint l'âge vénérable de 65 ans l'année dernière. Tu ne les fais pas. Je ne les fais pas, merci non. Alain, toi non plus. Oui, mais moi je suis plus jeune. Oui, oui. En tout cas, donc pour la première fois depuis la création de Septodon en 1932, c'est un non familial qui dirige Septodon, un Américain qui a déménagé à Paris. La lettre numéro 10 est intéressante et je pense qu'il y a un certain nombre de participants, par exemple Emmanuel Desnoulets de la BPI qui va être intéressé par cette étude, c'est l'impact de l'entrée d'un fonds de private equity dans la performance d'une entreprise familiale. Alors il a été démontré que, outre les fonds propres et la capacité d'endettement que génère l'arrivée d'un fonds de private equity, il y a aussi un apport d'expérience et puis de conseils. Donc après l'entrée d'un fonds, en moyenne, l'activité est accélérée par rapport à ce qui se passait avant. Et les performances sont d'autant meilleures si le fonds reste minoritaire. Si le fonds est majoritaire, à ce moment-là, on n'a plus cet avantage. Par contre, il y a des risques importants de conflit d'intérêts, d'où l'importance très grande des modalités de sortie du fonds de façon à protéger l'actionnariat familial. La lettre 11 porte sur les performances environnementales des entreprises familiales. Alors, compte tenu de la réputation, de l'orientation à long terme, on pourrait penser que les entreprises familiales sont plus actives dans la transition environnementale. Ça a été démontré dans cette étude. Il a démontré que quels que soient les pays, quelles que soient les périodes, toutes choses égales par ailleurs, les entreprises familiales émettent moins de CO2 que les autres. Donc, plus il y aura d'entreprises familiales, meilleur ce sera pour la planète. Alors, il y a d'autres études, donc la chaire continue. Il y a d'autres études qui sont en cours, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe quand une entreprise familiale est reprise par un groupe non familial, français, étranger, quels sont les impacts en matière de création d'emplois et d'investissement. Mais ça, c'est la saison 2 qui n'est pas encore parue.
Olivier, si des dirigeants d'entreprises de TI ici présents veulent soutenir cette chaire, tu acceptes des sous, tout ça, ou pas trop? Oui, oui, bien sûr, hein, donc la chaire fonctionne grâce aux mécènes. Hein, donc si effectivement vous souhaitez participer, eh ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, et je ferai le lien avec les universitaires. Mais en tout cas, on voit à travers ces études hein, l'importance qu'ont les entreprises familiales en Europe, qu'il est essentiel que les pouvoirs publics européens, mais surtout français, hein, puisque la fiscalité reste nationale, soutiennent ces entreprises familiales. Et on ne va pas réussir à réindustrialiser la France sans l'Europe, et l'Europe sans les entreprises familiales. Merci beaucoup, Olivier. On peut l'applaudir, Olivier Schiller. Jean-Charles, donc tu as fondé ce cabinet Simon Associés, hein, qui est leader en France, un des leaders en France pour les PME 300 et les ETI. Alors, à quel moment on pense à structurer sa gouvernance et comment gérer, Olivier l'évoquait, les tensions entre famille et management? Parce que ça, c'est pas facile non plus. Alors moi, tout d'abord, je voudrais faire quelques observations sur cette étude générale, hein, finalement, parce que je pense que le sujet de la transmission des entreprises familiales, il y a un certain nombre de curseurs et de facteurs qui peuvent être différenciants. Et d'ailleurs, je lirai ces études que je ne connaissais pas avec attention. D'abord, je pense que l'ancienneté de l'histoire de l'entreprise, c'est important. Une entreprise familiale qui a 30 ans, c'est pas la même chose qu'une entreprise familiale qui a 150 ans. La taille de l'entreprise aussi, la taille, parce qu'il peut y avoir des ETI qui font un grand chiffre d'affaires, un fort chiffre d'affaires, qui ne sont pas forcément de grande taille en fonction d'industriels, de services ou autres. Le nombre de successeurs, parce que ça c'est essentiel. Une entreprise familiale avec un successeur, ça ne se gère pas du tout de la même manière qu'une entreprise familiale avec 2 ou 3 successeurs, des cousins et autres, hein, et ça on en rencontre beaucoup. Je pense qu'on ne gère pas non plus la transmission d'une entreprise familiale quand on est dans le nord, quand on est dans le sud, quand on est à l'est ou qu'on est dans l'ouest. Et je pense que les mentalités, la manière d'apprécier ou d'appréhender le sujet de la transmission de l'entreprise familiale, il est radicalement différent. En tout cas, nous, on est dans 7 villes en France. On a 26 ou 27 bureaux qui sont comme des franchises. 120 avocats, 120 à peu près une centaine d'avocats, plus les 300 avocats, entre guillemets, franchisés du réseau. Donc on a une assez bonne vision en France de ce qui se passe en France. Notre plus grosse ETI doit faire à peu près 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on a, je pense, un bon scope. Je pense aussi que le sujet, c'est de savoir comment est cette ETI dans son écosystème. Est-ce que, par rapport à l'activité, comment elle est dans son écosystème national, local, voire européen? Je pense qu'on n'appréhende pas tout à fait la succession non plus de la même manière. La nature de l'activité, bien sûr, et puis la santé de l'entreprise. Tout ça pour nuancer un peu. Alors, la question sur la structuration de la gouvernance. Moi, je dis toujours, et c'est vrai que c'est quand même l'expérience, moi, ça fait 40 ans que je suis avocat. Hein, donc j'ai réfléchi à tout ça au fil des années. La première chose, c'est l'anticipation. C'est essentiel. Je vois là, si on a une transmission se prépare à 5 à 10 ans, ben moi je crois qu'elle se prépare bien avant. Hein. Elle se prépare bien avant et surtout, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de est-ce qu'on a un successeur, est-ce qu'on en a 2, combien il y a de membres de la famille, dans certaines régions de France, est-ce que ce sont des garçons, est-ce que ce sont des filles, enfin tout ça, c'est une appréciation différente en fonction de l'entreprise, des gens, de l'histoire, comme je le disais tout à l'heure. Dans l'anticipation, c'est essentiel. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est la formation. Franchement, on conseille parfois des jeunes, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils n'ont pas encore 40 ans, ils vont être à la tête de l'entreprise. Parfois, ils sont bien formés, parfois, ils sont beaucoup moins bien formés. Et quand ils sont beaucoup moins bien formés, ben, vous savez, ils se retrouvent dans des situations ils sont tétanisés, ils ont peur, et c'est pas simple. Donc la formation, c'est essentiel pour structurer la gouvernance et pour la structurer au bon moment. Ensuite, je pense que la communication, c'est essentiel. Hein, parce que quand on est une ETI, donc par définition une entreprise de grande taille, la communication est essentielle. Et donc, pour conclure sur cette question-là, l'anticipation, c'est essentiel. Je dis souvent d'ailleurs qu'on commence toujours trop tard. Parce qu'on voit aussi, ça s'entretient, le lien familial, le lien des successeurs, ça s'entretient. Il faut éviter les rancœurs.
faut éviter les jalousies. Et ça, c'est pas 2 ou 3 ans la succession, avant la succession, ça s'entretient tout ça et ça s'entretient au fil des années. Donc maintenir une cohérence générale, je dirais, au niveau de la succession pour mieux la transmettre et pour mieux structurer la gouvernance, parce que ce qui était l'autre thème, c'est que finalement aujourd'hui tout le monde ne va pas être ce successeur. L'entreprise est familiale, il y a un certain nombre de successeurs entre guillemets, mais en fait, il faut l'organiser au plus tôt pour éviter de le subir. Et puis, il va falloir, comme je dis, il va falloir séparer les rôles et les lieux. C'est-à-dire que tout le monde est souvent actionnaire, mais tout le monde ne va pas être dirigeant. Tout le monde peut être, certains peuvent être dirigeants mandataires sociaux. D'autres peuvent être salariés. Ça veut dire qu'il faut bien définir les droits et les devoirs de chacun. C'est essentiel. Et ça se construit. Ça se construit en amont, ça se prépare, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des formations de chacun. Parce que la transmission d'une entreprise familiale, je crois ce dont il faut être conscient, et ce que je dis souvent à ceux qui succèdent, on ne peut pas faire tout. On n'est pas capable de tout faire. Et il faut à un moment donné connaître ses limites. Alors, j'étais attentif au nombre d'entreprises familiales qui sont encore dirigées par des membres de la famille et ceux qui ne le sont pas. C'est vrai que parfois, il faut avoir cette lucidité de comprendre qu'on n'est pas capable de tout faire. Voilà. Merci Jean-Charles. Paolo, alors qui a déjà mangé une fois dans sa vie au moins une glace à Morino? Juste pour voir là. Pas mal, pas mal. Tu dois être très riche, hein, Paolo, parce que là, il y en a un paquet de glaces, quoi. Alors, raconte-nous, on va dépasser un tout petit peu, mais raconte-nous la genèse, l'historique de la création d'Amorino. Tu te balades le 15 août à Paris, il fait beau, et tu es sur l'île Saint-Louis, c'est ça? C'est ça. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Alain pour cette opportunité. Effectivement, Amorino est né en 2002. C'est donc une entreprise familiale, plutôt family and friends, parce qu'on est 2 copains d'enfance qui ont créé cette entreprise. Parce que mon associé Cristiano Sereni, qui habitait déjà à Paris, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bonnes glaces italiennes comme nous, on a l'habitude de manger en Italie. Et donc, il m'a proposé de m'associer à lui. Et donc, moi, je suis reconverti, j'ai appris le métier de glacier. Voilà, il y a 24 ans, j'étais sur l'île Saint-Louis à fabriquer les glaces derrière la boutique. Donc, tu fabriquais, quoi. Fabriqué. Donc, je suis maître artisan glacier, j'ai appris le métier, donc j'ai fait tout depuis le début. Donc, aujourd'hui, à Amorino, pour donner quelques chiffres, c'est 315 boutiques dans 24 pays. Et donc, toutes les glaces sont fabriquées en France. Donc, on fait des glaces, on a associé le savoir-faire italien avec des bons produits français. Et donc, on exporte plus de 65% à l'étranger. Donc, on est plus présent à l'étranger. Donc, on exporte beaucoup. Est-ce que tu exportes en Italie des glaces italiennes? Bien sûr, non, ils adorent. C'est bien ça, on aime beaucoup. Ils ne savent pas qu'ils sont fabriqués en France. Faut pas leur dire, non, n'écoutez pas. Faut pas leur dire, non, mais effectivement, ça marche assez bien. Et voilà, donc une belle histoire familiale. Combien de chiffre d'affaires au total? Pardon? Le chiffre d'affaires global, c'est? Le chiffre d'affaires des 315 boutiques, c'est environ 250 millions. Donc 250 on millions. Embauche, on a fait des glaces, tout à fait. Et juste la marge sur une glace, parce que ça m'a toujours intrigué ça. Sur une glace, tu mets 3 trucs. C'est quoi la marge sur une glace? Ouais, la marge. À peu près, à 80% près, juste pour voir quoi. C'est environ 50-60%. D'accord. Une belle marge. Ouais, ça va, c'est bien, non? C'est bien, ça c'est. Mais, voilà. Et alors, là, on parle de transmission. Donc, toi, tu as des enfants, ton associé aussi et copain d'enfance aussi. Exact. Tout le monde se dit qu'il faut transmettre. Et toi, t'en penses quoi? Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Effectivement, on est à la première génération, on a des enfants. On se pose la question s'il vaut mieux transmettre, s'il vaut mieux céder. Donc, on doit beaucoup à la France parce que c'est la France qui nous a permis d'atteindre ces jolis résultats. Donc, c'est un pays on est très attaché, on lui doit beaucoup, mais on est aussi très opportuniste. Et on voit un peu quels sont les avantages et les inconvénients entre une transmission et une cession. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui est quand même... je trouve qu'il y a une dichotomie entre le rôle de l'État et les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, l'État est plutôt intéressé à faire des recettes pour redistribuer.
Aujourd'hui, l'État il dépense plus de ce qui encaisse au niveau de recettes. Aujourd'hui, les intérêts de l'État ne sont pas vraiment les mêmes que nous avons, je parle de nous, les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, nous, on est là pour se développer, pour créer de la richesse, et pour embaucher du monde, pour créer de la valeur. Et je trouve qu'aujourd'hui, le terrain n'est pas très fertile à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien tous que la France est le pays qui est quand même le plus taxé en Europe. Si demain j'ai un accident, je dois laisser 70% de mon patrimoine, de toute la valeur que j'ai créée à l'État. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire. Si j'ai une holding, il faut payer encore. Voilà, il y a des discussions pour payer la taxe sur les holdings. Voilà, je trouve qu'il y a un système qui peut aller jusqu'à un peu à voilà, les personnes qui investissent, qui créent la valeur, ils sont vus comme des gens qui doivent payer les taxes. Ils sont un peu mal vus aussi. Donc je trouve qu'il y a. Ça ne motive pas, quoi. Oui, ça m'a. Oui, on peut applaudir. Et donc nous, on est là pour prendre des risques, pour créer de la valeur, pour développer le pays, parce qu'effectivement, c'est des entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires, qui investissent, qui font tourner l'économie. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose la question déjà si nos enfants ils seront capables de poursuivre l'activité. Effectivement, c'est très important de se préparer, comme disait Jean-Charles. Donc, effectivement, on a déjà un peu dissocié le capital, les pouvoirs, les compétences, parce que c'est important, effectivement. C'est pas parce qu'on est des bons entrepreneurs qu'on est aussi des bons gestionnaires. Donc, il faut structurer la société, il faut se préparer. Et pour la transmission, voilà, on verra bien, mais je pense que peut-être un jour, on préférera payer la dernière taxe, payer l'exit tax et peut-être aller ailleurs, céder l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le pays ne nous aide pas trop sur la transmission de l'entreprise, sur les investissements. Je trouve qu'il y a plutôt un frein, on est vu plutôt comme des personnes qui doivent contribuer, des machines à cash. Voilà, ça c'est un peu de la vision. Donc. Bon, et avant de passer la parole à Diane, Paolo, est-ce que les gens payent leur glace en cash ou ils utilisent les cartes de Philippe Lolani, là, des vraies cartes européennes, hein, parce que ça a dû changer un peu ta comptabilité, non? Le fait qu'ils payent tous en carte. Oui, ça change un peu, mais pas... pas tant que ça. Et tu as compris qu'il y avait une seule carte qui était européenne qu'il fallait utiliser. Hein, les autres... allez, Diane. Donc, Jeanne, pardon. Jeanne, alors, qui a déjà, au moins une fois dans sa vie, nettoyé ses oreilles avec un coton-tige? Tout le monde. Jeanne, c'est ton métier. C'est une belle ETI de Normandie. On peut l'applaudir, Jeanne Leboine. Donc Jeanne, tu es cofondatrice et co-dirigeante également de cette belle ETI. Voilà, exactement. Je rejoins un peu l'histoire de Paolo. C'est une histoire qui a commencé en 1978 en Normandie par d'abord une toute petite PME et puis qui, de fil en aiguille, quand on est dans le coton, c'est un peu normal, de fil en aiguille, on est devenu en croissance externe, en implantation d'usines, en croissance européenne et internationale. Nous sommes devenus leader mondial, leader européen, pardon, et numéro 2 mondial dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire le soin d'hygiène et à base de coton, tels que les produits cosmétiques, coton-tige, disques à démaquiller et toute la gamme. Et nous vendons à la grande distribution exclusivement en marque propre. Marque propre. Voilà, en marque. Tu as quand même une marque qui est assez connue aussi. Hein, Ah oui, on a Peau Douce aussi, qui est j'allais dire, une légende. Absolument. Et la transmission des entreprises, c'est un des sujets. D'abord, est-ce que tu présentes dans combien de pays en Europe? Alors, on est présent dans 5 pays européens. Tu as acheté une entreprise en Allemagne aussi. Hein. Oui, j'ai acheté une entreprise en Allemagne qu'il a fallu restructurer totalement et il a fallu investir parce qu'il n'y avait pas d'investissement depuis 20 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est parce que les Allemands sont beaucoup plus chauvins que nous, les Français. Hein, c'est le marché local et il doit être fabriqué localement. Donc, la seule façon de pénétrer la grande distribution allemande, c'était d'avoir des usines en Allemagne. Même pour des cotons-tiges. Même pour des cotons-tiges, des Reveux, des Kaufland, des Lidl, en Allemagne, bien sûr ceux en France prennent les produits fabriqués en France, mais il fallait, et pareil en Espagne, Mercadona, si on n'est pas installé en Espagne, ça ne marche pas du tout. La transmission, comment tu vois les choses? La transmission, justement, monsieur le disait tout à l'heure, ça s'anticipe. Alors là, nous avons anticipé largement, puisque, j'allais dire, il y a à peu près presque 20 ans que nous avons commencé des premières donations. Alors,
Après, tout à l'heure, je comprenais parfaitement le discours de Paolo. Il y avait un discours d'abord sur l'univers économique français. Ce sont des réalités. Voilà. Et l'univers italien est différent, donc je comprends parfaitement les comparaisons qui peuvent être faites. Maintenant, après, nous, on a un ancrage territorial très fort. Et cet ancrage territorial, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose qui, pour nous, une ETI est devenue une ETI, c'est un lien fort avec nos collaborateurs, mais avec aussi l'écosystème local. Et nous n'envisagions pas autrement, mais après, il faut une rencontre, il faut deux volontés. La volonté entre, évidemment, les donateurs et la volonté aussi du preneur. Et il faut que le preneur, monsieur le disait tout à l'heure, être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est prendre des risques, c'est se retrouver dans des situations, et là aujourd'hui les crises se succèdent, donc c'est se retrouver dans des situations qui sont extrêmement difficiles, délicates à gérer, et j'allais dire s'y consacrer presque totalement. Du reste, mon fils a très bien vu que la vie personnelle, il savait que c'était les enfants et le boulot, mais Tu l'as qu'il créé n'y avait avec ton pas. mari, c'est ça? Oui. Et tu es toujours marié. Oui. Donc, que j'avais pas eu beaucoup de temps de vie et que je m'étais consacrée pratiquement famille et boulot, et que week-end c'était boulot aussi, et vacances, j'ai dû prendre les 15 premiers jours d'affilée, je devais avoir près de 50 ans. Donc après, ce sont des choix. Je pense qu'on est animé par une passion quand on est chef d'entreprise. Et on a traversé beaucoup de crises, d'adversités. Il faut savoir justement, c'est l'agilité des ETI, savoir rebondir, y compris à un incendie qui a détruit une de nos usines, qui a arrêté toutes les autres. Repartir. Et on est reparti en 6 semaines, ce qui de mémoire d'assureur, s'était jamais vu. Ça c'est pareil, et c'est la cohésion avec nos salariés fait que cette cohésion, elle est non seulement, mais elle a une correspondance dans l'ancrage territorial, c'est que nos salariés ont un lien fort avec leur environnement, et dans cet environnement, nous travaillons, nos fabricants de machines sont localisés à 5-6 km, nos sous-traitants pour les pièces détachées, idem, donc c'est franchement, j'allais dire une volonté. Tout à l'heure, ce que disait Olivier par rapport au fait de l'environnemental, nous on a tout de suite décidé qu'on fabriquerait nos composants, c'est-à-dire on fabrique nos tiges, on carde notre coton, on fabrique nos boîtes, et que tout cela, on le mettrait j'allais dire, implanté, soit le même bâtiment, soit on a construit les bâtiments. Donc parce que, j'allais dire, pas de frais de transport, mais pas de carbonation non plus. Et ça, j'allais dire, dès les années 80. Donc on ne parlait pas encore de RSE, on ne parlait pas encore d'environnement, mais pour nous, c'était une logique, c'était une évidence. Il n'y avait pas de question à se poser. Donc c'est vrai qu'en effet, l'analyse de la chaire d'Olivier est parfaitement exacte sur ces entreprises qui sont vertueuses, mais vertueuses dès le début, quand on a cette passion d'entrepreneur ancrée en soi. On est vraiment, j'allais dire, dans la volonté de faire vivre son écosystème local. On sait parfaitement que l'effet de ruissellement va exister, non seulement dans la création d'emplois, la création de valeur, la création de produits, que le savoir-faire qu'on va développer, on va pouvoir en effet permettre à des gens on a notamment des collaborateurs qui sont partis à l'étranger et qui ont adoré cette expérience de vie à l'étranger, de développer, de créer dans des usines à l'étranger, d'apprendre à des collaborateurs, notamment quand on a créé notre usine en Estonie, d'apprendre aux collaborateurs estoniens tout ce qui concernait le process de la fabrication de la nappe qui permet ensuite la découpe des disques à démaquiller. Donc tout ça, ce sont des process, et ce sont à la fois des process, mais c'est avant tout une âme. Et cette âme, c'est celle des entrepreneurs. On est des bâtisseurs, des créateurs. Et quand on est bâtisseur, créateur, ce qu'on a envie, c'est que ça perdure, pas pour laisser notre trace dans l'histoire, mais pour que ça perdure pour l'écosystème local. C'est-à-dire qu'en effet, les collaborateurs et ensuite les familles des collaborateurs et ensuite les familles des entreprises, des PME et des autres ETI avec lesquelles on travaille puissent elles-mêmes bénéficier de cette pérennité. Jeanne, t'es consciente d'être une femme formidable ou pas? On peut Ah, l'applaudir non, chaleureusement. Non, mais c'est vrai, elle est absolument géniale. Enfin, bon. Alors,
On devait parler du pacte d'Utrecht, de plein de choses, on n'aura pas le temps, tant pis. Donc, un petit mot de synthèse et de conclusion, en tout cas 2-3 idées qu'on pourra développer abondamment le 11 mars 2027 pour la deuxième édition du European ETI Summit. Denis, 2-3 pistes de travail pour que le... Alors, deux, trois pistes de travail. Quand on parle de la la transmission, ce n'est pas seulement un sujet de succession, c'est un moment de vérité pour une ETI familiale. Parce que c'est une transmission du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Et on en a parlé avant, l'anticipation est vraiment la clé. Donc, au sein de l'IFA, on a fait une étude avec tout un tas d'entreprises familiales. C'est de 5 à 10 ans, en moyenne 7 ans, même quand c'est quelqu'un de la famille, pour y arriver. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Les meilleures entreprises anticipent en ayant un conseil. Alors ça peut être un conseil d'administration, un conseil d'advisor, un comité stratégique, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est important d'avoir une instance qui réfléchit là-dessus. C'est important d'avoir des administrateurs indépendants. La règle minimum, c'est 2. Et finalement organiser cette transmission. Et le rôle du conseil est déterminant pour imposer ce temps long dont on a besoin, pour organiser la séparation entre capital et pouvoir et pour structurer ce process clair de succession. Alors, en quoi l'administrateur indépendant aide? Il aide car il apporte le recul nécessaire, moins d'émotions dont on parlait tout à l'heure quand tu parlais d'un DG qui n'est pas familial. Il aide parce qu'il objectivise aussi la décision. Est-ce que c'est telle personne de la famille ou une autre personne extérieure qui va aider? Et il sécurise la légitimité du successeur. Alors aujourd'hui, le rôle de l'IFA est d'aider les ETI familiales à faire ça. Donc non seulement on réfléchit dessus, on publie des papiers, on forme sur les retours d'expérience. Donc finalement, la gouvernance fait toute la différence et c'est aujourd'hui, décider d'avoir une bonne gouvernance aujourd'hui, c'est s'assurer que nos entreprises existeront encore demain. Merci Denis. Olivier, en 30 secondes chacun, les pistes de réflexion pour le prochain rendez-vous? J'aurais juste appuyé ce que dit Denis. Nous avons un advisory board avec 8 membres, Oui. ma fille, et 7 extérieurs. Ça nous a apporté énormément en compétences fonctionnelles, sectorielles, et ça oblige aussi les opérationnels, quand il y a un gros projet, à le structurer pour le présenter au board. Donc c'est effectivement absolument indispensable pour que l'entreprise réussisse et se poursuive de nombreuses années encore. Jean-Charles? Si on essaye de réfléchir à ce que peut être le prochain ETI Summit, puisqu'il sera... Le 11 mars. Hein, le 11 mars, ouais. en réalité, je pense que le vrai enjeu, ce sera de savoir dans quelles conditions les candidats à ce moment-là et ensuite quelques mois plus tard celui qui sera élu, dans quelles conditions il va considérer ou pas la loi Dutreil. On n'en a pas parlé et c'est dommage. Mais qui est l'outil finalement, qui est un des outils qu'on est en train actuellement d'essayer de détruire. Ouais. Parce que c'est ça, la loi de finances de 2026, donc du 21 février, promulguée le 21 février, il y a quand même un certain nombre de resserrements, je dirais, sur l'application de la loi Dutreil. Chez nous, on essaye de se battre, on commence à mettre d'ailleurs en place les nouveaux Dutreil actuellement. Je crois que ce sera l'enjeu. Oui. Ce sera un des enjeux de la prochaine campagne. Est-ce que finalement, on veut faire en sorte que les ETI restent dans le tissu économique à leur place, c'est-à-dire une place forte? J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure ce qui était dit sur l'écosystème et le tissu local. Ou bien est-ce que finalement, d'une certaine manière, on va les détruire en resserrant encore davantage la loi et on ne la supprimera pas? Parce qu'on ne peut pas, c'est pas politiquement correct, mais on la resserre encore davantage. Je pense que ça, c'est un des vrais enjeux et qu'au prochain summit, il faut consacrer, d'ailleurs, on sera le 11 mars. Donc le 11 mars, tu peux convoquer, tu peux proposer à tous les candidats de venir ici. On verra si on les invite tous. Et à tous les candidats de venir nous exposer leur projet. Il y a certains qu'on va inviter, c'est sûr, pas forcément les autres. Paolo, oui. Les pistes là. Bon, déjà, si on parle des ETI, on se compare avec l'Italie. En Italie, il y a beaucoup plus d'ETI. Il y en a de mémoire 7 000 en France, 8 000 en Italie. Ouais, donc il y en a plus, pourquoi peut-être le terrain est plus fertile. Donc pour moi, s'il faut faire passer un message, laissez-nous faire. Nous, on sait qu'on fait pas seulement pour nous-mêmes, mais on fait du bien pour
pour la société, parce que nos intérêts sont les mêmes de tout le monde. Donc il faut libéraliser les marchés de travail, les marchés des capitaux. On a des excellents avocats, des banques d'affaires qui peuvent nous aider à transmettre, mais il faut un terrain qui puisse nous permettre de se développer, après céder, transmettre, mais dans des conditions plus faciles. Oui, plus facile. Jeanne. Alors, est-ce que j'oserais formuler un rêve, c'est-à-dire de dire une amélioration du pacte d'Utreil, parce qu'on a failli tellement le voir détruit, qu'on pourrait aussi rêver de le voir amélioré et de voir, parce que en effet, ce que tout à l'heure monsieur disait, le pacte d'Utreil, c'est en effet une façon, je veux dire, certains donateurs ne le feraient pas s'il n'y avait pas le pacte d'Utreil, et surtout, les preneurs ne prendraient pas, parce qu'ils n'auraient pas les moyens de payer. Donc, je comprends tout à fait la position de monsieur en disant, oui, je vais donner et je vais payer des taxes, mais je vais peut-être faire l'exit tax. Mais le sujet, c'est celui-là, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte, et je le vois pour des générations, je parle beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise, quand c'est 4e, 5e génération, tout est organisé pour qu'en effet, et notamment via des dividendes. Donc quand on a entendu qu'on allait, la taxe Zuckman par exemple, c'était le musée des horreurs. Oui. Donc, on peut rêver, au lieu de cauchemarder, on pourrait rêver d'Utreil, et merci Monsieur Dutreil, du reste, on pourrait rêver de le voir, et merci le métier qui a beaucoup agi, notamment pendant le budget 2026, pour que ce pacte ne soit pas endommagé, et on pourrait rêver qu'il soit amélioré, parce que je pense que ça faciliterait encore justement l'augmentation des ETI. Merci beaucoup, Jeanne. C'est presque la fin, en tout cas c'est la fin de cette table ronde. Aujourd'hui, entre 8h et maintenant, vous avez été 1500 personnes à participer à l'événement. 1500, alors. Les deux, hein, matin, après-midi. Et on a dépassé un peu les 700 ETI, quoi. Mais on est toujours resté à 10 pays. Donc merci en tout cas à tous les 5. Et vous serez là l'année prochaine, là, le 11 mars ou pas? Oui. Allez, on les applaudit. On va passer à la conclusion. Merci Jeanne, merci Paolo, merci Jean-Charles, Olivier et Denis. Alors, donc j'appelle, je ne sais pas trop s'ils sont là, pas là. C'est le gros avantage de faire ça en spontané, sans oreillette. Frédéric Coirier, le président de Pujula, et également coprésident du METI, qui va venir nous dire un mot. Fred, qui doit être là, et puis également Benjamin Haddad, le ministre délégué en charge de l'Europe. Ils sont là tous les deux. Ils ne sont pas là tous les deux. Ils sont là tous les deux. Alors, je vais en profiter, tiens, pour meubler, pour rendre hommage à toute l'organisation. Le groupe Bram qui a organisé toute la technique et l'audio, ils ont été merveilleux. Toutes les équipes avec Anne, Marie-Hélène. Toutes mes équipes sont très blanches, très fatiguées. Ils ont énormément bossé là. Et ils ont eu une petite pression avec des textos à 2h du matin, 5h du matin. Enfin, tout ce qui est parfait pour aller au Prud'homme est gagné. Voilà. Donc ça, c'était pendant les 6 mois. On a mis 6 mois à monter cet événement. Et donc, je meuble, mais j'ai rien à dire en fait de spécial. Si ce n'est que... Jeanne, tiens, viens nous parler de coton-tige. Non. Bon, on attend 2 minutes, mais il ne devrait pas tarder, j'espère, sauf s'il y a une manif devant la Sorbonne. Mais non, ça, on a échappé à ça aussi. Alors, oui, c'est pas une blague, non, c'est pas une blague. On n'est juste pas synchro. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tiens, on va poser la question aux sponsors. Tiens, Loïc, Fabrice, les différents sponsors des awards qu'on va remettre. Venez voir, venez dire bonjour. Tiens, allez, Loïc, on commence par Loïc. Loïc Marty qui va remettre tout à l'heure l'award du meilleur fonds d'investissement, le fonds d'investissement préféré des dirigeants d'entreprise d'ETI. Alors, Loïc, un petit mot sur qui tu es, indépendamment d'avoir un nom de famille super, il s'appelle Loïc Marty. Tu as été plusieurs fois champion du monde dans une discipline qui est assez étonnante. Hein.
Oui, complètement. Oui, j'étais champion du monde de MMA, du coup, donc le mix martial arts qui vous parle peut-être pas, mais Combien de fois champion du monde? trois fois en fait, 3 fois dans 2 catégories différentes. 3 fois, donc toute personne qui parle. Loïc s'en occupe à titre personnel. Après, donc, c'était un sport qui a été de plus en plus médiatisé. Il y a plein de sous qui traînaient autour. Et aujourd'hui, il y a un renouveau et ça s'est amplifié, c'est exponentiel. C'est ça, c'est un sport qui est resté un petit peu obsolète, du moins en Europe, mais surtout en France jusqu'en 2021, vu qu'en 2021 il a été légalisé officiellement sur le territoire français, dernier territoire mondial à avoir reconnu cette discipline comme une vraie discipline. Mais pardon ? Avec Benoît Saint-Denis aujourd'hui, oui, que nous sponsorisons d'ailleurs. Et puis voilà, donc pratique un petit peu compliquée sur le territoire, mais qui aujourd'hui, comme tu l'as dit, a brassé énormément de professionnels et qui est arrivé par les États-Unis, donc qui est arrivé par l'argent et par le spectacle, vu qu'ils font les choses dans ce sens-là chez eux. Nous, il a fallu le codifier avant de le rendre bankable, j'ai envie de dire, à la française. Et aujourd'hui, voilà, des groupes comme le mien qui a investi dans les sportifs, parce que du coup, nous, on investit dans le... On va dire dans l'humain, mais dans le produit qui parle. Les sportifs de haut niveau, en fait, souvent, en fait, quand on monte un projet, on a soit un produit qu'on souhaite vendre, soit un humain qui veut vendre un produit qui ne se vend pas. Ouais. Et nous, en face, il y a des sportifs de haut niveau qui, en général, sont des produits qui parlent. Et nous, on vient leur apporter toute l'ingénierie autour. Ça, c'est ton métier, Loïc, aujourd'hui. Donc, tu investis dans le sport. Ton groupe s'appelle Scorpion. Alors, pourquoi Scorpion, d'ailleurs? Alors, c'est mon surnom de combattant, Ah bah voilà. que j'ai hérité d'Allemagne, en fait, simplement parce que je mettais des coups de pied par-dessus ma Ah tête oui, à faut quand même l'époque. se méfier Mais un j'étais peu pas en de- costume. J'étais Ah pas oui, en costume à costume, cette époque-là. Et donc du coup, c'est resté. Et puis voilà. Et puis tout Ouais. le label Scorpion et puis toutes les salles que j'ai développées sont restées. Super. Fabrice, tu viens nous rejoindre, Fabrice. Fabrice Zérac, on peut applaudir aussi, qui est également sponsor de l'Award. Fabrice. Donc toi, ta société est assez étonnante. Tu as écrit un bouquin il y a quelques années. Tu peux rester, Loïc, si tu veux. Tu as écrit un bouquin il y a quelques années qui était... Alors d'abord, il est passé par médecine et tu as échoué à quelques places au bout de la deuxième fois. Et j'ai raté 10 places et ils ont rajouté 35 l'année suivante. Ouais, bon. Donc tu es très devenu sympa. entrepreneur par défaut. Complètement par défaut. Ouais, tu as par monté une hasard. première boîte que tu as plantée. Exactement, où j'avais perdu toutes mes économies. Ouais, Et donc, un je me peu suis comme retrouvé- certains qui hypothèquent leur appartement, Alexandre. C'était à peu près... Bon, j'étais plus bas que terre. J'avais Ouais. pas d'appartement. Tu as écrit un bouquin, Fabrice. Le premier bouquin s'appelait comment? C'est du chômage à la French Tech, réussir en France sans argent, sans réseau et sans diplôme. Oh là là, pas beau ça. Est-ce qu'il a marché le bouquin? Il a très bien marché à l'époque, mais je l'avais écrit il y a 5-6 ans. Le contexte politique est assez différent et il aurait Ouais. été modifié Tu aujourd'hui. vas voter pour qui en 2027 d'ailleurs, puisqu'on en parle? Qui va se présenter? Je sais pas, bah, t'as une sais petite pas. tendance. Très franchement, c'est Ouais. le néant à mon sens. Tu me donnes pas la réponse, il tape, hein, Loïc. Hein, non. Non, à mon sens, celui qui a le plus de légitimité aujourd'hui, c'est Édouard Philippe. Alors, tu viens de lever 70 millions d'euros. Ta boîte est en France. Tu payes tes impôts en France. T'es heureux? Non, parce que Ah. non, c'est pas. Enfin, non, si. Justement, le livre, c'était de parler d'un écosystème français qui était exceptionnel. Quand on fait de l'innovation, j'ai eu énormément d'aides et donc faut jamais cracher dedans. Par contre, aujourd'hui, c'est quand on voit les finances publiques et quand on voit la gestion qui est faite depuis maintenant presque 2 mandats, Même avant. on se dit on est en train de mettre un sparadrap pour soigner une hémorragie. Donc ça commence à devenir compliqué, de se dire que cet argent-là va nulle part. Et ta boîte est en France. Tu Elle est en embauches France. en France. Oui, on et embauche ton en métier, c'est la traçabilité au sens large. Exactement. Donc nous, moi j'ai commencé pour Decathlon, on avait créé ces fameuses caisses intelligentes où on met tous les articles et on paye directement en comptant. Tous les articles sont comptés en 1 seconde. C'est génial, ça, non? Oui, ça leur a fait gagner à peu près 7% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à la solution. Donc Après, tu as amplifié ça? Après, on l'a amplifié, ça va de la traçabilité des pièces du Mirage Rafale pour Thales dans le monde entier à la traçabilité des vaches en chaleur. La traçabilité des vaches en Oui, chaleur. moi j'ai Allez. fait tout ce qui est possible et imaginable, c'est ça qui est assez Ouais. extraordinaire. Ouais. En fait, on collecte de la data Oui. et on fournit cette data pour de l'optimisation. Donc la vache, quand elle se rapprochait trop du taureau, Ouais. on envoyait la data pour dire qu'il fallait s'en Il occuper. fallait s'en occuper, quoi. Alors, eh ben voilà, vous avez meublé super bien. Merci à tous les deux, on les applaudit chaleureusement. Alors, donc Frédéric est arrivé, il était déjà là, le président de Poujoula et le coprésident du métier, et également Monsieur le ministre Benjamin Attal est parmi nous. On les applaudit tous les deux chaleureusement. Alors, bienvenue à tous les deux. Frédéric, un mot de pré-clôture, et puis après, Benjamin, les vrais propos et la clôture.
Déjà, merci à Benjamin d'être présent, bien entendu. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs. Toi, d'abord, évidemment, Alain, parce que cet événement, on en avait discuté il y a 2 ans. C'est vrai. Et tu as réussi à rassembler quand même un effectif de TI. Bravo à toi. On a réussi, hein, voilà, c'est vraiment collectif. Voilà, et bien sûr, je voudrais remercier les participants, ministres, évidemment, le Premier ministre ce matin qui est venu nous parler Europe, les partenaires, c'est important effectivement de les saluer parce qu'ils ont participé à cet événement. Les participants, I'd like to thank also our foreign guests for coming. It was very important for the European event. Et puis surtout dire que nos racines, c'est l'Europe, c'est notre marché domestique. Donc voilà, tu as réussi en tout cas à rassembler et je pense que c'est vraiment un très très beau succès que cette premier événement. Deuxième édition, c'est le 11 mars 2027, hein, n'oubliez pas. Hein, oui. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vraiment un événement qui est à l'image des ETI, c'est des boîtes authentiques. C'est vraiment, et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, l'entreprise de taille idéale. Je pense que c'est effectivement un beau résumé de ce que nous sommes. Des entreprises ancrées, responsables, tournées vers le long terme et qui sont le fer de lance de notre économie. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau européen de l'importance de ces entreprises. Je voudrais d'ailleurs remercier les autorités françaises parce qu'elles ont beaucoup travaillé, il faut les en féliciter, sur la reconnaissance de cette catégorie, son émergence. Alors on est encore loin de l'étiage français, hein, oui. On n'est encore qu'à 1000 salariés, mais on va y arriver. Je pense qu'on était à 250, 500, 750, 1000. Bon, ben les chiffres, on aime ça, on aime que ça monte, c'est le propre des ETI. Et donc, il faut continuer. Je pense qu'on est sur le chemin et on voit que nos collègues européens, ils l'ont confirmé ce matin, sont volontaires pour que cette catégorie soit reconnue. Et je pense que c'est là le premier sujet, enfin la première conclusion de la première table ronde. Je vais vous parler juste concret, on aime ça en tant qu'entrepreneur. Donc, premier sujet, c'est la reconnaissance de la catégorie de mid-caps, parce qu'elle est vraiment importante et qu'elle va nous permettre de progresser, en tout cas, dans les politiques publiques, dans l'accompagnement et la performance de nos entreprises. Le deuxième point, c'est la norme. Là-dessus, effectivement, les autorités françaises ont aussi travaillé très, très dur pour repositionner les périmètres de la CSRD, CS3D, etc. Bon, il faut qu'on arrête la règle. On n'est plus capable. Il faut qu'on vous le dise, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, nos boîtes ne peuvent plus absorber de réglementation supplémentaire. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure « less form, more jobs ». Et je pense que c'est exactement ça. Laissez-nous faire, faisons-nous confiance collectivement. Nos entreprises se comportent de façon responsable. Elles sauront relever les défis dans le respect et le positif. Sur l'énergie, un élément très important, on est percuté évidemment actuellement par le sujet énergétique. Les ETI ont déjà entamé largement leur décarbonation. Pareil, ce n'est pas la peine de surréglementer. On est dans le mouvement. Ça fait partie aussi de notre marque employeur. Enfin, on y est, ça y est. Donc, ce sujet-là avance. Le quatrième sujet, c'est les talents. On voit que l'économie est en train de changer. L'IA, la décarbonation. Il y a beaucoup d'enjeux qui aujourd'hui intéressent directement nos entreprises. Un des enjeux clés, ce sera la formation. C'est l'apprentissage. Ne gâchons pas ce dispositif. On a beaucoup à gagner et c'est grâce à ça qu'on va aussi pouvoir réindustrialiser le continent parce que c'est par là que passe l'industrie. Le cinquième sujet, c'est arrêter d'être collectivement naïf vis-à-vis de la compétition mondiale. On est aujourd'hui assailli, vous le savez, de colis venant d'Asie. On a des problèmes de souveraineté. Bon, il faut que l'Europe applique sans trembler le principe de la réciprocité et de la préférence européenne. C'est vraiment un sujet très important. Les Américains le font, les Asiatiques le font. Pourquoi pas l'Europe? On est un des premiers marchés mondiaux. On a cette force, on peut peser dans les dialogues et dans la négociation. Le sixième sujet, c'est la croissance. La croissance, effectivement, bon, c'est la compétitivité. On finance d'abord la croissance par les marges, par la compétitivité, mais c'est aussi les financements, c'est l'innovation, le capital. C'est vrai que le marché des capitaux européens est un objectif qu'il faut qu'on fasse avancer. C'est dommage que nos boîtes aillent aux États-Unis se faire financer alors qu'on a, à mon avis, toute l'épargne nécessaire. C'est juste une question de fléchage. Et puis l'innovation, nos entreprises, alors on parle beaucoup des startups, mais les ETI sont extrêmement innovantes, toutes dans leur domaine, qu'elles soient dans le service, dans l'industrie. Il faut simplement les accompagner. Plus de grands plans sectoriels. Donnons la chance à tout le monde. Et ça passe par tout simplement de la formation, de la compétitivité, etc. Et pour terminer, un dernier point qui est vital, on le disait, 50% de nos boîtes vont se transmettre dans les 7 ans à venir.
c'est vital. Si on rate une transmission, c'est grave et c'est souvent irréversible. On a fait l'erreur en France de casser la transmission dans les années 80, ça a eu des résultats désastreux, on a désindustrialisé le pays. Bon, on a aujourd'hui des dispositifs en place, le pacte Dutreil, les holdings, etc. C'est vraiment un sujet vital, en France particulièrement, mais aussi c'est un sujet de vigilance à l'échelle européenne parce qu'on voit bien que c'est des sujets de tension. Donc les dispositifs doivent être absolument protégés, sanctuarisés pour le prochain budget, bien entendu, et puis bien au-delà. Voilà, je voudrais simplement dire qu'on a vu beaucoup de belles histoires aujourd'hui. Je pense que vraiment, en écoutant les entrepreneurs de tous les pays, plein de produits différents, sa vie, son produit, c'est impliqué, etc. On voit aussi qu'il y a beaucoup de convergence entre nos entreprises françaises, italiennes, espagnoles, etc. Ça aussi, c'est très, très positif parce que ça veut dire que pour les politiques, écoutez-nous, on est capable de vous donner un vrai diagnostic européen. Et ça, c'est bien lancé, c'est bien parti. La mid-cap, c'est vraiment la pépite de l'économie européenne. Il y a vraiment, voilà, il faut faire le pari des ETI. La mid-cap européenne, en tout cas, doit devenir une réalité. Et puis, on sera tous plus forts ensemble. Donc, continuons le mouvement. C'était le premier, voilà, cette première opération était, moi, je pense, une réussite. Et renforçons les liens entre nous, Européens. On a tout à y gagner. Merci Frédéric. Monsieur le ministre. Bien, messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs les parlementaires, chers membres du METI, mesdames et messieurs. Bon, déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation à clore ce sommet européen des ETI dans cet amphithéâtre magnifique et vous féliciter pour l'organisation de ce sommet, pour les travaux de la journée, pour les échanges qui ont porté sur des sujets clés pour notre compétitivité française et européenne, en présence de nombreux partenaires européens que je salue, sur des sujets comme la simplification, comme l'innovation, encore la décarbonation ou la protection de la préférence européenne. Et je reviendrai sur tous ces sujets qui sont effectivement au cœur de notre agenda européen. Et j'y réfléchissais en venant ici, au fond, je trouve qu'on parle trop peu des ETI. Et vous le savez mieux que moi, les ETI sont un moteur et une force majeure pour l'économie européenne. Et je voudrais peut-être déjà commencer en vous remerciant tous pour votre engagement, pour votre créativité, pour votre prise de risque, parce que fondamentalement, c'est ça qui crée la croissance, la prospérité et l'innovation de notre économie. L'Union européenne, ça a été dit, compte aujourd'hui plus de 40 000 mid-cap. Elle concentre 21% du chiffre d'affaires, 17% de l'emploi sur le continent, alors qu'elle ne représente que 2,8% des entreprises. En France, les ETI constituent un pilier essentiel de notre tissu productif, avec des entreprises souvent familiales, ancrées dans les territoires, qui emploient plus de 3 millions de personnes et sont en grande partie tournées vers l'exportation. Les ETI européennes sont des entreprises innovantes, qui investissent et qui portent notre capacité à produire et à maintenir l'emploi en Europe. Mais ce sont aussi, en particulier dans le contexte que l'on vit en ce moment, des entreprises qui sont particulièrement exposées au choc énergétique, aux tensions géopolitiques, à une concurrence internationale de plus en plus intense, notamment en provenance de Chine, où les conditions de production, de financement, de soutien public sont profondément différentes des nôtres et donc exposent les nôtres à une concurrence souvent déloyale ou asymétrique. Entre la hausse des prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient, l'insécurité tarifaire suite aux menaces à répétition de Donald Trump, il est évident que notre tissu d'ETI aujourd'hui peut être en danger. Et c'est pour faire face à ce danger, pour les protéger, que nous portons un agenda de compétitivité ambitieux au niveau européen. Et au fond, pardonnez-moi de cette référence, mais quel meilleur endroit pour échanger avec vous sur ces sujets, puisque c'est ici, dans cette salle à la Sorbonne, que le président de la République a appelé à 2 reprises, en 2017, en 2024, à bâtir une Europe plus souveraine, plus compétitive et capable de tenir son rang et d'assumer sa puissance et de défendre ses intérêts comme d'autres puissances savent le faire sans naïveté, sans complexe, dans la compétition internationale. Il a défendu dans ses murs une idée simple mais exigeante: l'Europe doit redevenir une puissance productive. Il nous faut investir davantage, et ce sera l'un des enjeux, bien sûr, du prochain budget européen, le cadre financier pluriannuel, qui doit permettre de couvrir les besoins d'investissement dans la sécurité, la défense, le spatial, l'intelligence artificielle, le quantique, les technologies de décarbonation. Innover plus vite, simplifier notre environnement économique
et se protéger face à la concurrence déloyale. S'en est suivi il y a près de 2 ans le rapport Draghi qui a dressé un constat clair. Si l'Europe dispose d'atouts considérables, elle souffre également d'un déficit d'investissement, d'une fragmentation de son marché intérieur et d'une complexité réglementaire excessive. Vous l'avez évoqué, entre 2019 et 2024, l'Union européenne a adopté 13 000 textes législatifs, normatifs, réglementaires, contre 5 500 aux États-Unis. Alors que nous aurions dû être concentrés à innover et à accompagner nos entreprises dans la compétition internationale, nous avons produit de la norme et de la réglementation. Et je vous le dis très clairement, ce n'est pas avec de la réglementation supplémentaire que l'on va produire de la croissance. Fondamentalement, pendant longtemps, on s'est bercé d'un logiciel à Bruxelles qu'on appelait le Brussels Effect. C'est notre puissance, c'est notre capacité à produire et à exporter nos normes. Mais qui crée la norme? C'est l'innovateur, c'est la Silicon Valley, c'est celui qui crée. Et on s'est retrouvé à importer au fond les technologies des autres et à renforcer notre dépendance à un moment où au contraire, nos concurrents accéléraient pour soutenir leurs entreprises. Et c'est pour ça qu'on voit en ce moment un changement de logiciel qu'il faut approfondir, sur lequel il faut accélérer, qui vise précisément à placer le sujet de la compétitivité du marché intérieur en haut de notre agenda européen et à simplifier. Alors, depuis la publication du rapport Draghi, des rapports l'État, nous n'avons pas chômé. La France a été fer de lance et a influencé le débat européen. Nous avons eu des premières victoires. Je pense par exemple au début d'une politique industrielle européenne menée par le vice-président Stéphane Séjourné pour le pacte pour l'industrie verte, des plans sectoriels pour l'industrie automobile, la chimie, l'acier. C'était, je le dis, encore impensable il y a 2 ans de parler de politique industrielle européenne, de parler de protéger nos filières stratégiques, de clauses de sauvegarde, d'investissement, autant de mots tabous. Aujourd'hui, nous contribuons ensemble à une nouvelle étape de la construction européenne, décarbonation de l'industrie qui est au cœur de cette stratégie. C'est un élément central pour, bien sûr, la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour notre compétitivité, pour la maîtrise des prix de l'énergie et, dans ce contexte, bien sûr, pour notre indépendance énergétique et stratégique. La crise actuelle, bien sûr, en est la preuve. Présentation des paquets de simplification que dans le jargon que je crois que maintenant vous maîtrisez tous, on appelle les omnibus. Donc on a un omnibus par mois depuis 1 an dans différents secteurs comme l'agriculture, comme la chimie, l'environnement, l'intelligence artificielle, l'énergie, l'automobile ou encore la défense. La simplification de texte, vous l'avez mentionné, comme la CSRD, la CS3D, où ici il s'agit très simplement de trouver l'équilibre le plus pragmatique possible. C'est une question de bon sens, ça ne doit pas être une question d'idéologie. Sur la façon dont on continue à aller dans la voie de la décarbonation, mais en le faisant toujours en gardant le pilier de la souveraineté et le pilier de la compétitivité. On ne va pas décarboner notre économie en désindustrialisant. On ne va pas décarboner en allant soutenir BYD ou Tesla. On va le faire en accompagnant de façon la plus pragmatique nos acteurs économiques, nos ETI, nos industriels. Et bien sûr, je pense à l'instauration d'un principe de préférence européenne avec la présentation en février dernier de l'accélérateur industriel par la Commission européenne. C'est une proposition qui va dans le bon sens, mais qui mérite encore d'être affinée. Il faut dire les choses clairement. Le Made in Europe qui a été évoqué dans l'accélérateur industriel, c'est Made in Europe plus tous les pays qui ont des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Un produit labellisé au Brésil ou en Inde, ce n'est pas de la préférence européenne. Donc nous, on est favorable à une préférence européenne qui ne soit pas une préférence mondiale. Donc la préférence européenne qui doit aussi d'ailleurs être étendue à l'ensemble des secteurs stratégiques, notamment la défense, qui est un secteur pour lequel nous avons obtenu déjà des critères ambitieux lors du plan SAFE, les 150 milliards d'euros de prêts de la Commission européenne. Première fois qu'on a ce critère de préférence européenne pour un grand emprunt de la Commission européenne. Il faut aller plus loin et on sera extrêmement vigilant sur l'application de ce principe dans tous les textes européens et bien sûr dans le prochain budget européen, le cadre financier pluriannuel. Je sais que vous avez été particulièrement mobilisés avec le Mittelstand allemand pour pousser ce concept et je voudrais vous remercier. Et je le dis vraiment, on a besoin de vous. On a besoin que nos chefs d'entreprise, nos acteurs industriels, nos acteurs économiques se mobilisent et fassent entendre leur voix dans le débat public sur ces sujets, avec parfois encore des acteurs politiques, des gouvernements qui peuvent être encore souvent dans le monde d'hier,
Vous êtes confrontés aux défis d'aujourd'hui et de demain. Vous créez l'innovation, la croissance d'aujourd'hui et de demain. Donc on a besoin de vous de façon partenariale pour que vous fassiez entendre votre voix dans tous ces débats à Bruxelles et dans les capitales. Mais, je le disais, il y a un changement de paradigme et de logiciel qui est en cours en ce moment à l'Union européenne, mais je vais vous le dire franchement, ça ne va pas assez vite. Il y a 2 semaines, le Conseil européen a appelé de nouveau la Commission à accélérer les travaux sur la simplification, sur la réduction de nos dépendances, sur les prix de l'énergie. 1 an, plus d'1 an, 1 an et demi, c'est des vieux éléments de langage, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Après la publication du rapport Draghi, on est seulement à 10 ou 11% des recommandations qui ont été appliquées. On a des dizaines de textes qui sont toujours dans les tuyaux de la Commission européenne, des centaines qui sont en cours de négociation au sein de nos institutions, et pendant ce temps, les crises et les chocs se multiplient, le monde, nos partenaires, nos concurrents, nos adversaires accélèrent, et le risque de décrochage qui avait été identifié par Mario Draghi nous menace. Et c'est pourquoi je tiens aujourd'hui à apporter tout mon soutien à votre projet, celui de la création d'un Mittelstand européen qui est fondé sur nos ETI. Vous le savez, la France se bat pour faire reconnaître la spécificité des ETI au niveau européen, sur le modèle du statut qui existe en France depuis 2008. Il y a 1 an, la France a porté la reconnaissance de ce statut auprès de la Commission européenne. En mai dernier, la Commission a répondu à l'appel en proposant, dans le cadre de l'un de ses omnibus, la création du statut de Small Mid Caps et l'adaptation de règles à la réalité de ces entreprises. C'est une première étape dans l'établissement de ce Mittelstand européen et la reconnaissance de leur rôle stratégique dans notre économie. Mais là aussi, ça ne va pas assez vite et je regrette que le texte ne soit pas encore adopté presque 1 an plus tard. Il nous faudra aussi aller beaucoup plus loin pour soutenir nos ETI. En poursuivant la simplification en cours et en s'assurant de règles spécifiques pour les ETI, je pense par exemple aux exigences de reporting. On ne peut pas traiter une PME, une ETI, de la même façon qu'un grand groupe multinational qui a les moyens, qui a déjà la ressource, la main-d'œuvre, par exemple, pour faire le reporting administratif. Il n'est pas normal qu'en raison d'effets de seuil, une ETI de 255 au lieu de 250 salariés soit soumise aux mêmes exigences qu'une grande entreprise. En donnant aussi accès au financement et en accompagnant leur croissance, en facilitant le passage à l'échelle, ainsi que le passage à l'échelle des PME. Nos ETI, comme nos PME, nos start-up, ne sont pas seulement des acteurs économiques. Je veux vous le dire, vous contribuez tous à notre souveraineté industrielle en maintenant des capacités de production et d'emploi sur notre territoire, à notre souveraineté technologique en développant des innovations dans les secteurs clés, à notre souveraineté énergétique en participant à la transition et la décarbonation, et à notre souveraineté sanitaire et alimentaire en sécurisant des chaînes d'approvisionnement essentielles. Vous êtes de ce fait des acteurs clés pour préserver notre industrie, notre autonomie et notre prospérité, et donc pour bâtir une Europe plus souveraine et plus compétitive, et vous pourrez compter sur notre soutien pour continuer à se battre pour les ETI européennes. Je vous remercie.